Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Terrorisme en Afrique, il sévit au nord, à l'est mais aussi à l'ouest du continent. Les pays du lac Tchad ont opté pour la mise en place d'une force multinationale mixte. Nous verrons que les pays du Maghreb semblent également se diriger vers le même type de riposte. Échéance électorale au Niger, le président Mahamadou Issoufou sera candidat à sa propre succession. Ce samedi, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a désigné le chef de l'État comme candidat du PNDS Taraya pour ce scrutin prévu le 21 février 2016. Et puis, 23e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain, célébrée ce dimanche 7 novembre, à l'occasion de revenir sur les défis du secteur en prenant pour exemple le cas des écrivains de la République démocratique du Congo. Menace sécuritaire en Afrique, à l'instar de la force multinationale des pays du lac Tchad qui combattent les agissements de Boko Haram. Les pays d'Afrique du Nord peinent à mettre de côté leur discordance diplomatique pour unifier les efforts de sécurité. Faut-il donc créer une entité spécifique à la lutte contre le terrorisme en Afrique du Nord? Élément de réponse avec Arwa Barkala. Quelle coordination en matière de lutte antiterroriste pour les pays d'Afrique du Nord? Les attaques terroristes se multiplient dans la région d'Afrique du Nord, notamment en Tunisie, en Égypte et en Libye. L'organisation État islamique et les membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique tentent chacun de leur côté de s'engouffrer dans les failles politiques et sécuritaires des pays de la région. Nous sommes dans une nouvelle phase qui annonce qu'on va aller vers une prolifération de ces groupes et un éclatement aussi donc de l'ensemble de ces structures qui va à la fois rendre le travail difficile pour les contrôler, mais aussi donc difficile pour faire face. Malheureusement, nous allons assister à des formes multiples d'actes qui vont être commis et la menace d'une tempête terroriste aujourd'hui donc pèse sur beaucoup de pays. À l'heure actuelle, aucune initiative commune de coordination pour la lutte contre le terrorisme n'a été initiée par les pays d'Afrique du Nord. Les sensibilités diplomatiques entre les pays arabes compliquent la donne. Par exemple, le statu quo de l'Algérie concernant la situation au Sahara occidental fait l'objet d'une crispation diplomatique majeure avec le Maroc. Malheureusement, donc, ce défi global ne peut être relevé que par une stratégie globale et je pense que la difficulté d'élaborer une stratégie commune et le déficit en matière de coopération entre les États a créé des relations de confiance mutuelle et de dépasser des problèmes chroniques ou anciens et de se libérer d'un contexte stratégique révolu. Aujourd'hui, ces groupes, malheureusement, donc, ont beaucoup d'opportunités qu'ils vont saisir. La Libye, pays géographiquement stratégique au sein des pays arabes, demeure sans gouvernement d'union nationale depuis les élections législatives de juin 2014. Le Conseil de l'ONU presse les différents protagonistes de la crise libyenne à trouver un accord pour la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale. La Libye pourrait donner un signal fort de la volonté politique régionale pour bâtir la paix. Et les diverses menaces sécuritaires sur le continent africain seront au cœur des échanges de la 2e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'ouvre ce lundi au Sénégal. Et vous pourrez suivre cet événement en exclusivité et en direct sur notre antenne au travers d'une émission spéciale entièrement consacrée à ce sommet. Candidature à l'élection présidentielle du 21 février 2016 au Niger. Le 3e à se lancer officiellement dans la course à la magistrature suprême n'est autre que le président sortant Mahamadou Issoufou, investi par son parti, le PNDS, ce samedi. Reportage de Franck Nodofina, envoyé spécial au Niger. Le président Mahamadou Issoufou en route pour un nouveau mandat. C'est du moins ce qui ressort du congrès extraordinaire organisé par son parti, le PNDS Taraya, ce samedi 7 novembre à Niamey. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a en effet investi l'actuel président candidat au scrutin du 21 février 2016. En présence des militants venus de toutes les régions du Niger, le président du comité exécutif national du parti a rappelé les raisons qui motivent le choix du président sortant pour représenter le PNDS Taraya à la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui,
nous nous présentons devant le peuple du Niger, non pas comme des hommes et des femmes armés uniquement de leur bonne foi supposée et de la proclamation de celle-ci, mais comme des dirigeants politiques comptables de 5 années de gestion marquées par les défis qui lui sont propres et sanctionnés par un bilan qui est désormais un des grands mobiles de nos prétentions. Présent sur l'échiquier politique nigérien depuis décembre 1990, le PNDS-Taraya est l'une des plus grandes formations politiques du Niger. L'actuel président de la République en était le premier secrétaire général. Absent lui-même à la cérémonie d'investiture, Mahamadou Issoufou aura besoin du soutien de tous les militants, mais aussi de tous les partis alliés pour espérer un second mandat. Ce soutien est surtout mobilisé par ses résultats, les résultats qu'il a présentés dès le premier mandat. Il a fait beaucoup de réalisations, beaucoup de chantiers, beaucoup d'emplois ont été créés dans ces pays. Le PNDS a toujours dit que construire le Niger, c'est bien possible. L'avenir meilleur pour le Niger, c'est bien possible. Il suffit que les Nigériens s'y mettent et nous y croyons. Le Niger sera un pays émergent. Et nous allons combattre, en tout cas, le sous-développement. Ça, je suis certain, c'est la vision du PNDS. 3 personnalités ont fait acte de candidature à l'élection présidentielle de février 2016 au Niger. Il s'agit de Mahaman Jean Padonou, leader de la Convergence pour la démocratie et le progrès, de l'opposant en exil à Mahamadou, investi par le mouvement démocratique nigérien pour la Fédération africaine, et Amadou Boubacar Sissé, président de l'Union pour la démocratie et la République. Selon le calendrier annoncé par la commission électorale, le premier tour du scrutin devrait avoir lieu le 21 février 2016. Un second tour est prévu le 20 mars 2016. Le Togo se mobilise afin de soutenir le plein emploi des jeunes. La mise en place de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes est notamment une réponse apportée par les autorités. Mais son efficacité reste encore à démontrer. Les précisions dans ce reportage d'Emefa Kofi, correspondante au Togo. Comme partout ailleurs, le Togo n'échappe pas aux questions liées au chômage des jeunes. Même si la situation s'est améliorée selon le gouvernement, le chômage touche encore une grande partie de la jeunesse qui, pour la plupart, n'est pas directement exploitable sur le marché de l'emploi. Chaque année, en moyenne, 40 000 nouveaux demandeurs d'emploi sont enregistrés. J'ai la licence en sociologie, option pratique sociale, santé et développement. Et je suis à la recherche de mon premier emploi et j'ai entendu à la radio que c'est comme ça, l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, est en train d'établir des cartes de demandeurs d'emploi aux jeunes demandeurs. On me l'a établi et sous prétexte d'attendre et ce qui va se passer dans l'avenir. J'ai fait la gestion, option finance et comptabilité. J'ai une maîtrise. Oui, je suis à la recherche de mon premier emploi. Mais en temps, j'ai fait des petits stages. Mais pour le moment, je cherche un premier emploi. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes est une institution mise en place par le gouvernement afin d'accompagner les jeunes dans la quête du travail. Le travail n'est pas du tout aisé pour ses responsables en quête d'innovation. Lorsqu'on observe que 10 000 diplômés par an, nous n'en plaçons qu'à peu près 2 à 3 000 par an, on a de sérieux problèmes pour combler le gap. Et puis nous avons un stock important de gens qui s'ajoutent chaque année. C'est important d'imaginer d'autres programmes, notamment ceux qui sont adossés à des secteurs porteurs de croissance, particulièrement dans l'agriculture. Donc nous travaillons à ce que nous ayons des programmes qui permettent d'assurer une meilleure formation de la main-d'œuvre pour les entreprises agricoles qui s'installent et dans l'agro-industrie aussi. Sinon, nous ne pouvons pas régler les problèmes avec les différents investissements directs dans les secteurs très capitalistiques. Pour accompagner le gouvernement dans ses efforts, l'orientation professionnelle des jeunes est plus que nécessaire. Cette orientation permettra de combler l'écart entre les compétences et les besoins de formation. Le 7 novembre marque la journée internationale de l'écrivain africain, un métier qui dans plusieurs pays du continent fait face à de multiples obstacles, notamment la concurrence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ou encore la rareté des maisons d'édition et d'imprimerie fiables. Illustration du cas de la République démocratique du Congo avec notre correspondant Jacques Amboka.
L'écrivain congolais fait face à des difficultés qui ne facilitent pas l'exercice de son métier. Malgré ces obstacles, notamment la rareté des maisons d'édition et d'imprimerie fiables, sans oublier le manque d'engouement des lecteurs, beaucoup d'écrivains croient encore à ces métiers. On a pas mal de jeunes écrivains en fait en RDC. Et déjà il y a un problème, c'est qu'on ne fait pas des gros tirages. Voilà. J'allais dire on ne produit pas beaucoup, on produit beaucoup, mais le tirage est tellement limité que la population n'a pas accès facile aux ouvrages publiés. Redonner le goût de lire aux jeunes par des programmes bien élaborés dans les milieux scolaires est nécessaire. Cependant, il est aussi impératif que l'écrivain congolais se remette en cause en améliorant les contenus et la qualité des livres. Le Congolais, il parle du Congo, il parle de son petit coin, il parle de son petit problème. Il ne fait pas la recherche, il ne voit pas le monde. Il ne sait pas que quand on écrit le livre, ce n'est pas seulement pour que son grand-père lise, c'est pour aussi que les autres apprennent. Et c'est vraiment centrique, c'est un peu décevant, mais je pense avec les critiques qui peuvent les inciter à changer leur langage, à parler au monde, à faire comprendre que le Congo aussi, on connaît le monde, on est le monde, le Congo. L'écrivain congolais ne bénéficie d'aucune subvention de l'État. Un regard participatif de l'État dans l'exercice de ces métiers est souhaité. La journée internationale de l'écrivain africain a été célébrée à Kinshasa avec des conférences, débats et présentations de nouveaux livres. Rappelons par ailleurs que la journée à l'honneur de l'écrivain africain est instituée depuis 1992 à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains. Et avant de clore cette édition, sachez que le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo vient de remporter la Ligue des champions africaine en battant l'USM d'Alger 2-0 en finale aller ce dimanche. Une victoire très attendue et une revanche pour le TP Mazembe qui n'était pas sorti vainqueur de cette compétition depuis 2010. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.